Bonjour à toutes et à tous. Je dois commencer par prononcer quelques mots d'excuse puisque nous démarrons avec retard ce webinaire, cette visioconférence qui était prévue à 11 heures. Nous avons rencontré quelques problèmes de connexion. On s'est rendu compte qu'on était en fait deux sur le même lien, ce qui posait quelques problèmes. Donc, ceci étant résolu, nous pouvons, avec ces quelques minutes de retard, et je remercie à toutes les personnes qui sont en ligne d'avoir patienté, de rentrer dans le sujet. Quel est ce sujet? Le sujet, c'est que Forum Réfugiés, comme il en a maintenant l'habitude, j'ose prononcer ce mot, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin de chaque année, publie son rapport annuel sur l'asile. C'est une 22e édition qui se situe, si je peux dire, dans un espèce de triptyque, puisqu'on avait souhaité déjà en 2020 marquer, je montre le rapport, marquer le 20e anniversaire, la 20e édition de ce rapport annuel. En 2000, pardon, c'était celui-ci, le 2020. Je montre très belle photo de Reza en couverture. En 2021, on avait marqué le 70e anniversaire de la Convention de Genève avec des contributions qui permettaient de se rappeler le contexte de rédaction, de ratification de la Convention et l'histoire de son application. Et je dis, le troisième volet du triptyque, c'est cette fois-ci une version qui s'inscrit de façon tout à fait interne à l'association dans le 40e anniversaire de sa création. Voilà. C'est une petite histoire parce que ce qui intéresse le rapport, c'est évidemment des enjeux qui sont nationaux, européens, mondiaux, mais il nous a plu à l'occasion du 40e anniversaire de l'association, d'esquisser dans une partie, et encore une fois sans confondre la taille des enjeux, mais il nous a plu de mettre un petit peu en synopsis ce qui était arrivé depuis 40 ans dans le monde, en Europe et en France, sur les questions d'asile, et l'histoire de notre propre association, c'est-à-dire en quelque sorte la manière dont une association, il y en a d'autres plus anciennes, mais a construit progressivement une réponse pour participer à cet accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Donc, cette parution en juin 2022 survient en une année comment dire, où on peut constater que la pertinence du mandat initial, puisque l'association a été créée pour accueillir les réfugiés et défendre le droit d'asile, c'est l'objet statutaire, la pertinence du mandat n'a rien perdu de son acuité, au contraire, puisque à l'heure où on écrit ces lignes, et on le fait quelques temps après que le HCR ait publié les chiffres au niveau mondial, on sait que le nombre de personnes en situation de déplacement forcé dépasse les 100 millions, parmi lesquels les réfugiés sont plus de 36 millions. S'ajoutent les demandeurs d'asile, les apatrides, etc. Voilà, on est en 2021, je parle des chiffres 2021, avec un nombre de demandes d'asile en Europe qui est de 535 000. En France, on est à 107 000. Donc, après la baisse constatée en 2020 du fait des restrictions imposées en matière de mobilité à cause de la crise sanitaire, on revient à un niveau élevé du nombre de personnes qui arrivent en Europe pour solliciter une protection internationale. Et bien évidemment, la guerre en Ukraine, depuis l'invasion par la Russie le 24 février, est venue encore modifier les ordres de grandeur par l'ampleur des déplacements forcés qu'elle génère, puisque, comme on le sait, 6 millions de personnes d'Ukrainiennes, également des étrangers de pays tiers présents en Ukraine, ont dû trouver refuge à l'extérieur des frontières du pays, et 8 millions sont en situation de déplacés internes. Si bien que finalement, cette guerre place les États et les peuples européens, pour la première fois depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, devant une réalité que connaissent de manière chronique les États voisins des pays en situation de conflit armé, lesquels accueillent, il faut sans arrêt le rappeler, 3 réfugiés sur 4. Le chiffre, c'était même plus de 4 réfugiés sur 5 avant la guerre en Ukraine dans le monde. Ainsi, la figure du réfugié parvenant en Europe après un périple intercontinental presque toujours long et périlleux, à travers les déserts, les montagnes, les cols, les mers, eh bien, à cette figure s'ajoute celle des femmes et des enfants, très majoritairement, qui sont poussés à fuir par millions la maison d'à côté, dans le village européen. Et finalement, plus ou moins inconsciemment, chez beaucoup d'Européens,
surgit avec force cette idée, disparue depuis des décennies chez les générations qui n'ont pas connu le deuxième conflit mondial, cette idée de pouvoir se retrouver un jour dans la situation de chercher pour soi-même, pour ses proches, entre deuils et pertes, un refuge. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là, j'allais dire chaque année dramatique, mais qu'il l'est peut-être plus encore cette année, que s'inscrit cette parution. C'est l'occasion, avant d'en présenter succinctement la matière, de remercier tous ceux qui ont rendu possible sa parution. On a eu la chance que Eri De Luca, l'écrivain italien bien connu, rédige une préface qui est un très beau texte qui commence par se placer dans les pas enfin, qui rappelle la condition qui est qui est celle d'un demandeur d'asile, d'un migrant, d'un exilé, d'un réfugié. Là, exprès, j'associe ces termes de façon qui pourront paraître abusives, mais il parle de la condition de ceux qui s'éloignent de leur propre lieu sans prévision de retour. C'est bien une définition de l'exil. Et il termine son texte en disant que ces gens sont souvent des gens qu'on ne regarde pas, sont souvent des gens qui sont écartés, qu'on écarte et qui pourtant, lorsqu'on leur fait une place, lorsqu'on les accueille et lorsqu'on leur permet de trouver leur place dans la société, contribuent, enfin, sont cette pierre que des bâtisseurs peuvent rejeter et qui deviennent une pierre angulaire, une pierre importante de l'édifice. Voilà, donc merci beaucoup à Eri De Luca pour cette préface. Et puis, ont contribué, en dehors des experts et des contributeurs internes à Forum Réfugiés, eh bien, des contributeurs d'Action contre la faim, par son président, Pierre Micheletti, je remercie très vivement, de Thierry Leroy, le président de France Terre d'Asile, et puis des contributeurs qui sont du réseau ECRE, dont nous sommes membres, d'ECPAT France, du HCR, bien entendu, d'ONU Femmes France, de l'IFRI, de Solidarité Mayotte, qui est une association avec laquelle on a un partenariat fort, de Human Rights Watch et puis du CIRI. Voilà, aussi bien donc des personnes des organisations internationales, des ONG nationales et internationales, et puis des chercheurs. Donc tout ça contribue à une matière qui est particulièrement riche. Je voudrais simplement revenir sur ces 40 années que nous avons analysées. Et là, je vais citer Olivier Brachet, qui fut avant moi directeur de Forum et qui avait déjà fait un bilan à 30 ans. Il montrait comment est-ce que dans les années 70 et 80 avait émergé un outil moderne d'administration de l'asile et du système d'accueil. Précisément parce qu'à ce moment-là, on a une demande d'asile qui dépasse l'horizon européen dans lequel la convention avait été rédigée. C'est les coups d'État en Amérique latine, c'est les boat people en Asie du Sud-Est, c'est la mondialisation de l'asile et donc quantitativement un problème qui prend d'autres dimensions et donc la construction d'un système d'asile qui va tenter progressivement d'être à la hauteur des enjeux. Et c'est dans ce contexte que l'association voit le jour. Les années 90, début 2000, eh bien, voit le déploiement, pour ce qui nous concerne, de moyens et d'outils de connaissances, alors que dans les années 2000 se déploient de nouveaux défis européens, internationaux. Bon, il y a tout le travail qui est fait au niveau européen de construction du régime d'asile européen commun avec la révision régulière des directives et règlements. Et règlements. Et puis, donc les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, c'est une activité, je parle toujours de l'association, qui continue à se déployer dans un contexte d'expansion de l'asile, puisque tout le monde a encore en mémoire le nombre d'arrivées, 1 300 000, 1 200 000 demandes d'asile en Europe en 2015 et en 2016. Donc là, on a, je dirais, un choc quantitatif qui interroge tout à fait tout le système d'un point de vue politique et d'un point de vue de son organisation concrète. Et puis en 2019, la France connaît son plus haut niveau historique d'enregistrement de demandes d'asile, avec plus de 144 000 primo-demandeurs d'asile enregistrés en préfecture. Voilà, donc c'est un contexte qui est marqué par cette massification du nombre de personnes en besoin de protection. C'est aussi en 2013 la refonte du régime d'asile européen qui a lieu et qui va déclencher la traduction dans le droit interne, dans le droit français, de ces dispositions par la loi du 29 juillet 2015. Il y a ensuite une loi
du 10 septembre 2018. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais donc tous les 3 ans, on a ces cycles législatifs qui viennent en partie, enfin non pas refondre, mais en tout cas adapter de façon sensible les conditions d'organisation du système d'asile. Et puis aussi, face à cette augmentation très sensible, on est sur un quadruplement du nombre de demandeurs d'asile en une dizaine d'années. Eh bien, en termes de politique publique, il y a à la fois une augmentation sensible des budgets dédiés aux politiques d'asile, d'immigration et d'intégration, l'accroissement du dispositif national d'accueil qui passe de 45 000 places en 2012 à 104 000 places 10 ans plus tard. Voilà, c'est aussi en matière d'intégration une politique qui se veut plus volontariste, avec une stratégie nationale. Je ne reviens pas sur l'ensemble de ces détails. C'est un processus également de création de places qui hésite un peu entre planification et puis improvisation, parce qu'il y a également un certain nombre d'événements. Je pense au démantèlement de la jungle de Calais, je pense à la gestion des campements parisiens, je pense à l'arrivée des Afghans, l'arrivée des Ukrainiens. Donc, il y a aussi il y a à la fois une volonté de rationaliser, d'homogénéiser, de simplifier le système, et en même temps, il y a une nécessité de répondre de façon oui, parfois improvisée. On l'a bien vu avec l'accueil des Ukrainiens, puisqu'il a fallu accueillir pratiquement autant de personnes qu'en contient normalement le dispositif national d'accueil. Donc, il a fallu créer un système ad hoc parallèle. Donc, c'est dans ce contexte de politique publique à la fois volontariste et parfois devant construire des réactions ad hoc que s'inscrit la croissance de notre association comme celle des autres associations du secteur. Sur un plan qualitatif, c'est aussi donc la création de places accueillant des femmes victimes de violences, dans le cadre notamment du plan vulnérabilité. C'est aussi un effort pour ce qui nous concerne de renforcer les capacités des acteurs, notamment par des ressources en formation et en documentation. D'autres enjeux qui nous ramènent au niveau européen et international, c'est la participation à l'accueil des réfugiés réinstallés, la mise en œuvre progressive de ce qu'on appelle les voies complémentaires d'accès à la réinstallation, notamment à la faveur de la mise en place très progressive de corridors universitaires. Et puis, je terminerai cette évocation très rapide des 40 ans de notre association en disant que, et c'est la traduction de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années lorsque Forum Réfugiés a fusionné avec l'association COSI, qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, la volonté de poursuivre des projets internationaux à la fois pour appuyer des acteurs qui sont aux côtés de personnes qui souffrent de violations des droits de l'homme ou qui sont en situation de migration et de déplacement forcé, et à la fois c'est une façon aussi d'améliorer la connaissance qu'on peut avoir de ce qu'on appelle les routes de l'exil, c'est-à-dire de l'ensemble des conditions qui amènent des personnes à s'extraire, à s'extirper, à devoir quitter leur pays et qu'ils se trouvent en situation de migration. Donc, on conduit, pour cette raison, on a conduit, on conduira des projets en République démocratique du Congo, au Niger, où on a maintenant un bureau à Niamey, au Liban et en Guinée, notamment autour de la question de la migration des jeunes mineurs. Voilà. Donc, tout ça se fait dans un contexte de mutation du secteur associatif. J'évoque, par exemple, parmi les différents sujets, le fait que la contractualisation avec les services de l'État se fait de plus en plus par le recours au marché public et que ça vient modifier à la fois la relation entre l'État et les associations qui doivent éviter de devenir de simples sous-traitants, c'est ce que nous ne voulons pas, nous avons des projets associatifs qui portent notre action, et puis c'est aussi une évolution qui tente à mettre en concurrence des associations qui préféreraient travailler comme elles le font en concertation. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce rapport d'un point de vue formel, j'ai montré rapidement tout à l'heure la page de couverture, vous la voyez très colorée parce qu'elle représente une œuvre d'art qui est une création de l'artiste Catherine Vandenstein, qui est une plasticienne qui a repris un tableau de Rubens qui s'appelle La chute d'enfer des damnés, et qui, alors elle l'explique dans le rapport, mais elle procède à une espèce d'inversion de ce tableau de chute, et elle montre la capacité des réfugiés à s'appuyer sur leur capacité de résilience pour rebondir et nous donner finalement à nous qui les accueillons plus ou moins bien, qui nous donne une leçon de vie.
Et donc, un certain nombre de ces portraits d'exil, puisque c'est comme ça que s'appelle son œuvre, ces portraits d'exil, quelques-uns d'entre eux viennent scander les parties du rapport et donc viennent ajouter à la sécheresse des chiffres et au caractère parfois ardu, mais toujours très lisible des analyses, le visage concret d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui, depuis plusieurs décennies, ont chacune pour elle-même connu ce parcours d'exil. Et cette exposition est à la fois, cette œuvre est à la fois une exposition avec des portraits, une vingtaine de portraits en taille quasi réelle, qui sera exposée prochainement à l'hôtel de ville de Villeurbanne à partir de lundi. Et puis, c'est également un ouvrage qui est paru aux éditions Buchet-Chastel et qui permet de retrouver ces portraits et également l'explication par chacune des personnes dont on peut regarder le portrait de sa trajectoire. Alors, j'en viens dire aussi quand même, parce que ce rapport, comme chaque année, ne pourrait pas paraître sans l'appui financier de l'Union européenne par le programme Famille, qui est mis en œuvre par la DGEF, donc c'est une ressource qui est précieuse. Et puis la ville de Lyon également choisit chaque année d'appuyer cet ouvrage, à la fois en tant qu'il permet la sensibilisation du grand public et aussi des spécialistes, et en même temps, donc, il se veut toujours un espèce de vade-mecum des gens qui s'intéressent à la matière de l'asile. J'ai aussi le devoir de remercier Laurent Delbos, qui est la cheville ouvrière de ce rapport chaque année et qui a donc consacré un temps très considérable, soit à rédiger un certain nombre de chapitres, soit de dialoguer avec ceux qui ont contribué et puis avec les différents acteurs de la fabrication du rapport. Alors, ce rapport contient, comme chaque année, un chapitre un peu inaugural qui se veut, qui offre d'abord un espèce de panorama statistique. J'y reviens pas, et qui s'appuie notamment sur les chiffres que le HCR publie à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Et puis, on aborde quelques situations géopolitiques complexes en tant qu'elles sont à l'origine de certains déplacements de population. Cette année, on s'est arrêté sur la situation en Éthiopie avec la guerre civile au Tigré. Et puis, un autre sujet qu'on a traité, qui est à la fois géographique et thématique, c'est la question de la traite des enfants en Afrique de l'Ouest, et avec donc des collaborateurs d'ECPAT France, aussi bien Maxime Hugeux que Anouk Langrand-Escure et Alice Morizot, donc, qui nous font un développement sur ce sujet. Et puis, on s'arrête sur la situation en Géorgie. Alors, on connaît comment dire, l'épisode géopolitique en 2008, je crois, qui a placé l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en dehors du contrôle du gouvernement géorgien, mais il y a aussi une crise politique depuis 2020, et on voit la Géorgie, qui est pourtant un pays dit revenir dans le top 10 de la demande d'asile en France. Et puis on a un focus sur l'Irak, et un dernier sur les déplacements, sur les déplacés environnementaux, une question qui prend chaque jour davantage d'acuité. Donc Andrew Harper et Tasha Carter-Gordon du HCR développent ce point de vue. Et puis, le chapitre 2 est, comme chaque année, consacré à l'asile en Europe. Donc, on resserre un petit peu la focale, à la fois pour un panorama statistique, avec un petit focus sur les mineurs non accompagnés, la grande question de l'accès au territoire européen, un point sur la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et donc les difficiles avancées ou non avancées suite à la publication du pacte européen sur la migration et l'asile. Et puis, comme chaque année également, une sélection de jurisprudence européenne relative à l'asile. Le troisième chapitre est dédié à l'asile en France. Là encore, à la fois l'accès à la procédure d'asile, l'instruction des demandes d'asile, l'accueil concret, donc les conditions matérielles d'accueil, l'hébergement, et puis l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, avec cette fois-ci, plus encore que d'habitude, un focus sur la situation à Mayotte, à la fois parce qu'il est important de toujours rappeler que la métropole n'est pas le tout de la question française, qu'il faut regarder ce qui se passe dans les départements français de l'océan Indien et d'Amérique,
mais aussi parce que l'archipel a connu des arrivées extrêmement nombreuses qui viennent bousculer les dispositifs en place et qui ont d'ailleurs conduit le ministère de l'Intérieur à je dirais, muscler la réponse à la faveur d'une approche outre-mer du système d'asile. Et puis, peut-être signaler que s'agissant du dernier volet qui concerne l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, on s'est aussi arrêté grâce à la contribution de Sophie Bilong de l'IFRI et puis de Frédéric Salin de l'EHESS, donc sur la manière dont la trajectoire professionnelle des réfugiés, en tout cas l'esquisse du projet professionnel, vient rencontrer les politiques de recrutement des entreprises et comment finalement il faut essayer de mettre les autres en regard. Et donc c'est une analyse qui nous est proposée sur ce sujet fondamental de l'intégration par l'accès à l'emploi. Et puis le dernier chapitre de l'ouvrage examine de façon particulière les dispositifs exceptionnels qui ont été construits en France en tout cas, et en France et en Europe pour le deuxième sujet, qui est l'accueil des réfugiés d'Afghanistan suite à la prise de Kaboul par les talibans en août dernier, donc ce qu'on appelait l'opération Apagan. Et puis en Ukraine, eh bien, cette réponse inédite, puisque elle a décidé, enfin le Conseil européen a décidé de mettre en œuvre, comme chacun sait, cette directive sur la protection temporaire qui n'avait pas été engagée depuis qu'elle avait été rédigée et adoptée en 2001. Et là, nous avons également des contributions, outre les personnes que j'ai déjà citées, mais je pense à Fanny Benedetti et Carlotta Gradin d'ONU Femmes France, Rechad Jalali de Décret, et puis à Human Rights Watch, Jonas Bull et Kritri Sharma. Voilà. Puis je remercie également Anne de Tinguy, professeur émérite des universités, chercheuse au CERI, professeur au CERI, Sciences Po, qui analyse comment la manière dont cette invasion russe de l'Ukraine constitue un point de bascule qui a suscité cette réponse inédite de l'Union européenne. Voilà donc un survol de la table des matières de ce rapport. Il n'était là, ce survol, que pour vous donner l'eau à la bouche, en tout cas pour vous inciter, bien entendu, à vous procurer ce rapport qui se veut un manuel que nous essayons d'être très sûrs dans l'information qu'il procure et le plus objectif possible, et en tout cas en associant des points de vue divers, d'échapper à ce qui pourrait être un regard uniquement singulier. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Laurent Delbos, qui va rentrer davantage que j'ai pu le faire jusqu'à présent dans la matière de cet état des lieux. Laurent, je te donne le micro. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je voulais partager mon écran, je vois que ça n'est pas possible. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Si la personne qui est en charge de ça peut partager mon écran ou bien désactiver ça, je suis preneur parce que j'ai un petit PowerPoint. Donc je vais effectivement décrire, j'ai 30 minutes pour vous parler du contenu du rapport. Voilà, je vais pouvoir partager mon écran. Hop, voilà, donc je vais vous partager mon écran et donc je vais vous parler de cet état des lieux et je vais en 30 minutes essayer de vous dresser un petit peu les principaux éléments qu'on peut retrouver dans ce rapport. Donc Jean-François a déjà décrit le sommaire, je vais pas revenir dessus. Donc on va faire quelques éléments très rapides, évidemment, on ne peut pas tout décrire dans ce rapport. Qui fait 260 pages et donc voilà, donc on va parler chapitre par chapitre et je vais vous expliquer un petit peu quelques éléments du rapport, quelques éléments clés. Donc sur le premier chapitre concernant l'asile dans le monde, on fait d'abord effectivement un panorama statistique dans le rapport dans lequel on indique qu'il y a plus de 100 millions de personnes effectivement qu'on appelle déracinées, parmi elles 40 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, 60 millions de déplacés internes, 4 millions d'apatrides. Donc effectivement c'est un niveau record jamais atteint ces dernières années. Des réfugiés qui sont principalement originaires de Syrie, du Venezuela et d'Ukraine et principalement accueillis en Turquie, en Pologne
et en Colombie. Donc, vous voyez bien à travers ces chiffres qu'il y a vraiment une donnée nouvelle, comme l'a indiqué Jean-François avant, qui est une donnée 2022, qui n'était pas la même il y a 6 mois, avec l'Ukraine qui devient presque l'équivalent de la Syrie en termes de nombre de réfugiés dans le monde. Et puis, du coup, en miroir, la Pologne aussi, qui devient l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés dans le monde. Sur ce panorama statistique, dans ce chapitre sur l'asile dans le monde, on parle également de la question de la réinstallation. Donc la réinstallation qui consiste à faire venir par voie légale des réfugiés qui sont dans un pays de premier asile dans lequel ils ne peuvent pas rester et pour lesquels le HCR sollicite les États pour que ces personnes soient réinstallées dans un État où ils peuvent rester durablement. Donc le HCR, comme les années précédentes, a identifié en 2021 1,4 million de personnes qui sont en besoin de réinstallation. Et cette année 2021, il y a moins de 40 000 personnes qui ont été réinstallées effectivement. Donc, on voit un écart encore très important entre les besoins de réinstallation et la mise en œuvre effective de la réinstallation. Donc, c'est ce qu'on décrit dans ce panorama statistique également du rapport. Comme ça a été dit, cette partie sur l'asile dans le monde se termine sur des focus géopolitiques, Éthiopie, Géorgie, Irak, et également de focus thématiques avec la traite des enfants en Afrique de l'Ouest et le rôle du HCR pour les déplacés environnementaux. On passe maintenant au deuxième chapitre sur la question de l'asile en Europe. Donc, dans cet ouvrage, on décrit la question de… on commence ce chapitre par un panorama statistique. Donc, ce panorama statistique, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle tout d'abord qu'il y a eu un peu moins de 535 000 premières demandes d'asile dans les 27 pays de l'Union européenne en 2021. Donc, on voit à travers le petit graphique que vous avez sur l'écran qu'en fait, ce niveau, à part l'année 2020, qui est effectivement très particulière, puisque l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, à part cette année 2020, on voit que 535 000 demandes, en fait, c'est un niveau qui est au plus bas en fait depuis 2013. Même en 2014, il y avait plus, 2015, 2016, toutes les années depuis 2013, à part 2020, il y avait davantage de primo-demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Donc, on voit que c'est effectivement une année avec un nombre de demandes assez bas, enfin une reprise, une hausse des demandes, mais qui ne retrouve pas le niveau d'avant la crise sanitaire. Les principaux pays d'origine des primo-demandeurs d'asile dans l'Union européenne sont la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak, donc un top 3 des principaux pays qui restent inchangés, et donc la Syrie qui demeure le principal pays d'origine des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Dans ce panorama statistique, on évoque également la répartition en quelque sorte de ces demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne et dans les 27 pays de l'Union européenne. Dans cette répartition, on voit qu'il y a en fait les trois principaux pays d'accueil des demandeurs d'asile en nombre brut sont l'Allemagne, la France et l'Espagne. Mais quand on rapporte ce nombre de demandeurs d'asile à la population nationale, ce qui est en fait l'indicateur le plus intéressant et le plus pertinent pour essayer d'estimer quelle est l'importance de cette demande d'asile au niveau national, on se rend compte que le principal pays et de loin qui accueille les demandeurs d'asile dans l'Union européenne, eh bien c'est Chypre, puisqu'on voit puisqu'il y a 14 800 primo-demandeurs d'asile par million d'habitants à Chypre. Et en fait, quand on regarde la situation de la France, on est en 10e position par rapport à notre population, et on a 10 fois moins de primo-demandeurs par million d'habitants que Chypre, puisqu'on est à peu près à 1500 primo-demandeurs par million d'habitants en France. Ce panorama statistique se termine aussi dans le rapport par un panorama sur les décisions. Après avoir évoqué les demandes, on parle des décisions qui sont rendues au niveau de l'asile dans l'Union européenne. Donc, il y a eu 271 000 décisions de protection, donc 271 000 personnes protégées au titre de l'asile en 2021 dans l'Union européenne, avec un taux de protection en première instance un peu moins de 40% et un taux global d'environ 52%. Les principaux pays d'origine des personnes protégées en 2021 sont la Syrie, l'Afghanistan et le Venezuela. Pour le Venezuela, on en a aussi évoqué ce pays dans le panorama statistique monde. Il y a une situation assez particulière, notamment en termes de protection dans l'Union européenne, c'est que les Vénézuéliens peuvent bénéficier en Espagne
automatiquement d'une protection humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence en Espagne établie en 2018 qui vient indiquer qu'un Vénézuélien, dès lors qu'il se présente aux autorités, il va obtenir une protection humanitaire. Et l'autre élément à bien comprendre pour tout ça, c'est que les Vénézuéliens peuvent voyager en Espagne sans visa, c'est-à-dire que les Vénézuéliens peuvent arriver assez facilement en Espagne, sous réserve évidemment de ressources suffisantes et de disposer d'un passeport. Mais donc en fait, ce sujet du Venezuela, il se concentre vraiment sur l'Espagne. Donc ça vient impacter fortement le panorama statistique de l'Union européenne, mais c'est presque une particularité espagnole, en tout cas entre le Venezuela et l'Espagne, qui place le Venezuela vraiment dans les principaux pays des demandeurs et des personnes protégées en Europe. On voit à travers les types de protection aussi une particularité qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que dans ce panorama statistique européen, il y a des pays qui accordent des statuts de réfugiés ou du bénéfice de la protection subsidiaire, comme en France, mais il y a également un certain nombre de pays, c'est le cas de l'Espagne que j'ai cité, c'est le cas de l'Allemagne notamment, donc des pays qui accueillent beaucoup de demandeurs d'asile, qui accordent des titres de séjour humanitaires, donc un troisième type de protection qu'on ne connaît pas en France et qui est finalement un peu à côté du cadre strict de l'asile et qui prend une part importante puisqu'on voit dans la répartition par type de protection que la protection humanitaire, c'est presque 20% des protections accordées dans l'Union européenne en 2021. Tous les graphiques que vous voyez sur le PowerPoint, c'est des graphiques qui sont extraits de l'ouvrage du rapport annuel qu'on présente ici. Je profite aussi, petite parenthèse, parce que je n'ai pas expliqué ça au début, pendant tout ce temps de présentation, vous pouvez formuler des questions dans l'espace questions-réponses qui est dédié à cela sur Zoom, et puis on abordera ces questions dans le temps qui nous restera après ma présentation. Donc sur ce panorama statistique, on évoque ensuite un premier thème, une première problématique, un premier enjeu concernant l'asile en Europe, qui est la question de l'accès au territoire européen. Comment les demandeurs d'asile, comment les personnes en quête de protection peuvent rejoindre l'Union européenne. Donc, tout d'abord, on voit en termes de chiffres qu'il y a eu un peu plus de 151 000 entrées irrégulières qui ont été identifiées dans l'Union européenne en 2021. Donc là aussi, c'est moins qu'en 2020 et pour le coup, là, c'est davantage qu'en 2019. Donc, il y a une reprise des arrivées qui est plus importante qu'avant la crise sanitaire, avec en réalité des profils très différents selon les pays d'arrivée, enfin des volumes très différents aussi, hein, puisqu'on voit à travers le détail que j'ai mis sur le PowerPoint qu'il y a des routes d'arrivée qui sont très, très différentes et avec des volumes d'arrivée très différents, mais on voit aussi à travers les profils qu'il y a des nationalités très différentes selon les pays. J'ai pris en exemple les arrivées en Grèce, où on a des Afghans, des Somaliens, des Palestiniens principalement, et en Italie, c'est des nationalités différentes, parce qu'on a des Tunisiens, des Égyptiens et des Bangladais comme premier pays d'origine. Dans ce panorama statistique sur les arrivées, on ne peut pas omettre aussi de citer les chiffres sur les décès et les disparitions, parce que c'est une problématique importante. Chaque année, un nombre très important de personnes perdent leur vie sur la route migratoire vers l'Europe. Il y a plus de 3000 personnes qui ont perdu la vie en 2021 sur ces routes migratoires. C'est bien davantage qu'en 2019, qu'en 2020. Et si on rapporte le nombre de personnes qui sont décédées par rapport au nombre de personnes qui sont arrivées, eh bien, on a un taux de mortalité qui, là aussi, est très important et plus important que les années précédentes. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation concernant les questions d'accès au territoire européen. Dans ce chapitre sur l'asile en Europe et sur la question de l'accès au territoire, on développe plusieurs éléments de fond aussi et d'analyse sur la question de l'accès au territoire européen. J'ai cité en quelques points ici, je ne vais pas tout détailler. On évoque dans le rapport la question du développement de la coopération entre l'Union européenne et la Libye, puisque c'est une coopération qui se poursuit assez discrètement finalement, et il y a assez peu de visibilité sur ces accords qui sont passés entre l'Union européenne et la Libye, mais également entre certains pays, notamment l'Italie, dans l'idée de freiner les arrivées, de renvoyer les personnes en Libye, malgré les violations des droits importantes qui sont constatées dans ce pays. On a parlé tout à l'heure des décès en Méditerranée et on voit qu'il y a aussi une question sur les opérations de sauvetage qui sont toujours entravées, des questions de débarquement qui sont toujours très compliquées. Dans la question de l'accès, on évoque également la question de la Grèce,
qui est une porte d'accès importante et dans laquelle il y a des pratiques de refoulement qui sont largement documentées, c'est-à-dire que des personnes qui demandent l'asile ne sont pas autorisées à rentrer en Grèce, et également le développement de centres fermés, des nouveaux centres qui ont été ouverts avec des nouvelles constructions, mais toujours un cadre fermé qui fait l'objet de critiques importantes, notamment de la part du HCR, puisque dans ces centres ne sont pas réunies les bonnes conditions pour une vie digne et normale, mais également pour un accès à la procédure d'asile. On parle également de la question de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie de 2016. On évoque la situation à Chypre, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était le principal pays d'accueil rapporté à la population. On évoque également la question de la route migratoire en Europe occidentale, qui est aussi un fait marquant de l'année 2021, avec des arrivées importantes depuis la Biélorussie vers certains pays européens. Et la question des voies légales d'accès, donc ça fait écho à la question de la réinstallation que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a repris à un rythme assez lent après une forte chute due à la crise sanitaire en 2020. Sur la deuxième sous-partie sur l'asile en Europe, on parle de la mise en œuvre du régime d'asile européen commun. La question du pacte sur la migration et l'asile, donc il y a eu très peu d'avancées en réalité en 2021, mais malgré tout, on développe la question de la création d'une nouvelle agence européenne sur l'asile, qui est une avancée importante. Mais ce qu'on indique dans le rapport, c'est qu'en réalité, l'attention elle est focalisée sur ce pacte. Tous les médias, les politiques, etc. parlent de ça comme étant vraiment la priorité. Pour nous, et ce qu'on insiste dans le rapport pour dire qu'il y a une autre priorité aujourd'hui, c'est de respecter le régime d'asile européen commun tel qu'il est établi aujourd'hui et tel qu'il est en vigueur et contraignant pour les États. Et on se rend compte qu'il y a encore des violations importantes et des réformes législatives qui vont à l'encontre de ce régime actuel et de ce droit européen. On parle notamment d'un exemple emblématique qui est la question de la Hongrie. Il faut avoir en tête que la Hongrie a aujourd'hui restreint, voire complètement empêché l'accès à la demande d'asile sur son territoire. Elle indique aux gens, elle renvoie les personnes à la frontière, elle leur indique qu'ils doivent demander l'asile auprès d'une ambassade hongroise dans un pays tiers, ce qui a abouti en 2021 à la formulation et l'enregistrement en Hongrie de 40 demandes d'asile. Seulement 40 demandes d'asile pour ce pays. Donc là, c'est un sujet de préoccupation majeure dans la question du respect du droit européen d'asile. On évoque également les questions des tentations d'externalisation de l'asile, puisqu'il y a eu des projets du Danemark de renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, des projets qui ont échoué, qui sont aujourd'hui mis en œuvre, même si ça a été freiné cette semaine par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, par le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'Union européenne, mais qui est quand même dans ce paysage européen un pays qui a mis en œuvre cette pratique de renvoyer des demandeurs d'asile sans traiter leurs demandes dans un pays tiers qui est le Rwanda, et donc des évolutions qui sont particulièrement inquiétantes. Et enfin, on parle des évolutions législatives de l'Union européenne qui a tenté de répondre à cette question de la Biélorussie et de la question de ce que l'Union européenne appelle l'instrumentalisation des migrants à des fins politiques. Donc, il y a eu tout un tas de propositions de réformes législatives qui n'ont pas encore abouti, mais qui, si elles devaient être adoptées, porteraient des dérogations importantes au droit d'asile. On parle maintenant de la question de l'asile en France qui fait l'objet du chapitre 3 de ce rapport. Donc tout d'abord, dans l'asile en France, on évoque la question de l'entrée dans la procédure d'asile. La question de l'entrée dans la procédure d'asile, il y a plusieurs sous-sujets. Il y a le sujet de se poser la question de dans quel délai s'écoule entre le moment où une personne manifeste sa volonté de demander l'asile et le moment où elle peut effectivement enregistrer sa demande. C'était un gros sujet de préoccupation il y a quelques années, 2017, 2018, etc. Ça s'est bien arrangé. Aujourd'hui, le délai de 3 à 10 jours qui est posé dans la loi est respecté dans la plupart des territoires. On est sur un délai moyen de 2,7 jours en 2021. Mais on souligne dans le rapport, malgré tout, la situation persistante de l'Île-de-France avec des difficultés importantes pour l'accès à la demande d'asile, notamment parce que le dispositif qui est mis en place par l'OFII, qui est un dispositif de plateforme téléphonique qui induit des délais cachés. L'expression n'est pas de moi ni de Forum Réfugiés, c'est la Cour des comptes qui a évoqué ça dans un rapport récent. On évoque également de cette question de l'entrée dans la procédure la question récurrente là aussi de l'accès à l'asile à la frontière franco-italienne qui est documentée année après année, qui fait l'objet là aussi de contentieux réguliers dans lesquels la préfecture des Alpes-Maritimes est condamnée pour violation du droit d'asile. Mais malgré tout, la situation perdure. Aujourd'hui, une personne qui se présente à la frontière franco-italienne et qui demande l'asile est renvoyée systématiquement en Italie sans respect de cette demande d'asile et sans examen ou orientation vers un dispositif permettant d'examiner sa demande.
Comme ça a été indiqué tout à l'heure, on a également une contribution particulièrement intéressante du président de France Terre d'Asile, Thierry Leroy, qui vient un peu réfléchir sur la question de l'accès à l'asile sur le littoral nord et notamment à Calais, se posant la question pourquoi finalement ces demandeurs d'asile, ces personnes qui sont sur le littoral nord, qui sont majoritairement originaires de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran, d'Éthiopie, d'Érythrée, pourquoi ces personnes ne demandent pas l'asile en France? Je ne vais pas répondre à la question, je vous laisserai découvrir ces propos et ces développements de Thierry Leroy dans le rapport. Ensuite, après ces questions d'accès, les personnes se présentent au guichet unique pour demandeurs d'asile et quand elles s'y présentent, eh bien, elles voient leur demande enregistrée. Au guichet unique, on a des demandes d'asile qui sont en hausse de 28% par rapport à l'année précédente, mais qui sont en baisse par rapport à 2019. Donc, on a là aussi une hausse importante, mais on n'a pas un retour à la situation avant la crise sanitaire et aux chiffres records qu'on avait constatés en 2019. Il y a un petit tableau que je mets en face qui est assez complet mais aussi assez complexe mais que vous pouvez découvrir dans le rapport dans lequel on décortique la question des premières demandes formulées en GUDA, celles qui sont aussi hors guichet unique pour demandeurs d'asile puisqu'il y a une partie des demandes qui ne passent pas par les guichets uniques et les autres demandes pour aboutir au total des demandes enregistrées dans l'année en France. On évoque également dans cette question de l'accès à la procédure d'asile la mise en œuvre du règlement Dublin avec des données au premier semestre 2021, puisqu'on n'a pas encore de données sur l'ensemble de l'année, et on voit qu'on a un taux de transfert qui est encore bas, moins de 9% de transfert des Dublinés en 2021, ce qui questionne fortement une nouvelle fois la pertinence de ce règlement qui, en fait, met un nombre très important de personnes dans des situations d'attente, qui oblige l'État aussi à attendre longtemps que ces personnes s'inscrivent dans la procédure d'asile, fournir des conditions matérielles d'accueil, reporter la demande, etc. Donc, c'est un préjudice pour les personnes, pour les finances publiques, pour tout un tas d'aspects, ce règlement Dublin. Et en fait, ça aboutit dans moins de 10% des cas, comme les années précédentes, à des transferts effectifs. Et dans la majorité des cas, en réalité, les demandes d'asile Dublin sont requalifiées dans le système français en procédure normale ou procédure accélérée. On a également des chiffres qu'on décortique des demandes d'asile à l'OFPRA. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi, 103 000 demandes, donc 89 000 premières demandes à l'OFPRA avec des principaux pays d'origine en France, du coup, qui sont l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée et la Turquie. Et comme l'a cité Jean-François Ploquin tout à l'heure, il y a également ce fait marquant dans le top 10 des nationalités de la Géorgie qui revient comme un pays important de la demande d'asile en France et également l'Albanie qui sont tous les deux des pays d'origine sûre mais qui malgré tout constituent une part importante des demandeurs d'asile en France. Sur le niveau de protection, on a un niveau de protection qui est à peu près de 26%, 25-26% à l'OFPRA, 22% à la CNDA et un taux d'accord de 39% à peu près quand on prend l'ensemble des décisions. En France, tout ça aboutit à plus de 54 000 personnes qui ont été protégées au titre de l'asile en France en 2021. C'est un nombre record et il faut prendre conscience effectivement que c'est un nombre significatif, 54 000 personnes. On était ces précédentes années autour de 45 000, ce qui était déjà une évolution importante par rapport aux années précédentes, aux années 2010-2015. Et là, on arrive à 54 000 personnes protégées au titre de l'asile en 2021. On évoque dans le rapport plusieurs enjeux aussi de fond par rapport à l'OFPRA. Il y a la question de l'entrée en vigueur de la dématérialisation et on développe la question des pays d'origine sûre puisqu'un des faits marquants de l'année 2021, c'est que la liste des pays d'origine sûre a été réduite suite à une décision du Conseil d'État saisie par plusieurs associations dont Forum Réfugiés. À la CNDA, on évoque également la question du nombre record de décisions rendues puisqu'il y a une activité sans précédent à la CNDA en 2021, mais également un point de préoccupation qui est l'évolution des décisions rendues par ordonnance qui ne sont pas plus nombreuses en termes de nombre, mais ce qu'on constate, et c'est un constat partagé avec également tout un tas d'acteurs, et notamment les avocats qui ont mené une greffe sur ce motif-là, on constate que la CNDA traite par ordonnance des situations qui ne l'étaient pas auparavant, des situations qui soit sont complexes, soit sont des situations dans lesquelles on est face à un demandeur d'asile vulnérable, et on voit qu'il y a de plus en plus le recours aux ordonnances, et ce qui est une tendance un peu inquiétante. On termine ce chapitre sur l'instruction par la question des délais de la demande d'asile. Donc, sur ces délais de la demande d'asile, on voit qu'il n'y a pas d'évolution très importante en 2021. Donc, on est à un peu plus de 8 mois
de délai à l'OFPRA, 258 jours, un peu plus de 7 mois de délai à la CNDA, des délais moyens, 218 jours. Et ce qu'on met en avant à travers le schéma que vous avez sous les yeux dans ce rapport, c'est qu'il faut bien prendre conscience que ces délais OFPRA et CNDA, qui sont souvent les principaux indicateurs du gouvernement qui a fixé comme priorité de réduire le délai d'instruction de la demande d'asile à 6 mois. Donc même si on prend OFPRA et CNDA tout seul, on est loin des 6 mois, évidemment, et loin de ces objectifs gouvernementaux. Mais on essaye de mettre en avant aussi à travers ce schéma l'idée que les personnes ne sont pas seulement soumises à ces délais OFPRA et CNDA, mais il y a tout un tas de délais entre tout ça, les délais de recours, les délais de saisine du GUDA, etc., qui font qu'en réalité, en 2021, il s'est écoulé en moyenne plus de 18 mois entre le moment où la personne manifeste sa volonté de demander l'asile et le moment où la personne obtient une décision définitive sur sa demande. On évoque également dans un chapitre important la question de l'accueil des demandeurs d'asile, avec plusieurs sujets là aussi, et principalement des sujets de préoccupation, puisque comme les années précédentes, la question de l'accueil des demandeurs d'asile est un point critique de notre système d'asile. C'est un point critique. On a près d'un quart des demandeurs d'asile, tout d'abord, qui n'ont aucune condition matérielle d'accueil. Et ça, c'est une évolution marquante de l'année 2021. On n'avait pas du tout cette proportion-là les années précédentes, c'est-à-dire plus de 33 000 demandeurs d'asile qui se sont vus refuser, retirer ou suspendre les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire qui n'ont ni hébergement, mais qui n'ont pas non plus d'allocation pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils mènent leur demande d'asile sans ressources, sans aucune ressource. Pourquoi ? Parce que la loi permet cela et que la loi a élargi ses possibilités, notamment la loi de 2018. L'Office est saisi de ces possibilités de façon assez large aussi, et ça aboutit aujourd'hui à cette situation de beaucoup de demandeurs d'asile qui n'ont aucune condition matérielle d'accueil, ce qu'on développe dans le rapport. Pour ceux qui ont droit aux conditions matérielles d'accueil, il y a un dispositif national d'accueil qui existe avec des places, presque 104 000 places au 1er janvier 2022 pour ces demandeurs d'asile. Donc c'est ce qu'on décrit dans le rapport. On évoque également la question du prix de journée de ces dispositifs, puisque ça c'est un regard associatif, un regard en tant qu'opérateur, mais sur lequel ça nous semble important de sensibiliser à la fois le grand public et les décideurs sur ce sujet-là. On a un prix de journée de ces dispositifs qui n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années, notamment un prix de journée des CADA qui n'a pas augmenté depuis 2015. Donc on est aujourd'hui en 2022. Depuis 2015, il y a une évolution importante d'énormément de coûts. Si le prix de journée n'évolue pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de proposer un accompagnement de qualité dans ces lieux. Et donc, c'est aussi un point de plaidoyer important de plaider non seulement pour l'ouverture de places importantes, qu'on puisse développer le parc d'hébergement, mais qu'on puisse également développer le prix de journée pour maintenir un accompagnement de qualité. Ce qu'on indique également dans l'analyse du dispositif national d'accueil, c'est que le dispositif manque encore de fluidité. Donc, vous avez un gros tableau sur le PowerPoint qui vient décrire un petit peu comment sont réparties aujourd'hui ces 104 000 places de la fin 2021 ? Eh bien, en réalité, vous voyez à la dernière ligne de ce tableau que sur ces 104 000 places, il y en a un peu plus de 76 000 qui sont occupées par des demandeurs d'asile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déboutés qui restent dans ces lieux. Il y a aussi une part très importante de réfugiés qui n'arrivent pas à sortir de ces lieux parce qu'il n'y a pas de solution derrière en termes de logement. Et également, on évoque la question des places vacantes, puisqu'il y a aussi cette question du manque de fluidité, des places qui restent vacantes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, malgré les besoins importants, ce qui renvoie effectivement à la question de la mise en œuvre du dispositif par l'OFII. Et on parle aussi de la question de la mise en œuvre du schéma national d'accueil, qui est une nouveauté 2021, avec des objectifs chiffrés qui sont tout à fait remplis. Et donc, le gouvernement a rempli ces objectifs de répartition de demandeurs d'asile depuis l'Île-de-France, plus de 16 000 personnes orientées depuis l'Île-de-France vers d'autres territoires. Mais ce qu'on constate, et c'est ce qu'on craignait au départ, c'est que ça vient impacter fortement et limiter les possibilités d'orientation locale depuis les régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un demandeur d'asile isolé, homme, à Lyon, a plus de chances d'être orienté vers l'hébergement en montant sur Paris qu'en restant sur Lyon, ce qui est tout à fait paradoxal dans cette idée de la déconcentration de la région parisienne. Et on évoque évidemment la question de la couverture des besoins qui est encore très limitée, puisque un peu plus d'un demandeur d'asile sur deux seulement bénéficie aujourd'hui d'un hébergement. Et on se place
pour terminer cette question de l'hébergement sur les perspectives 2022 avec une hausse attendue des capacités d'hébergement, mais également une hausse qui est liée à l'allocation pour demandeurs d'asile. C'est une nouveauté de la loi de finances qui vient indiquer qu'on va augmenter les places si on ne dépasse pas le budget de l'allocation pour demandeurs d'asile, une allocation dont on décrit également les modalités de mise en œuvre et sur lequel on pointe un fait marquant qui perdure et qui constitue toujours une difficulté, il ne faut pas le perdre de tête, la question de la transformation de la carte de retrait en une carte de paiement pour les demandeurs d'asile, ce qui pose de nombreuses difficultés quotidiennes et qui perdurent en 2021-2022. On termine ce chapitre France sur la question de l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale avec un petit panorama là aussi des politiques publiques, la question des places en centre d'hébergement qui sont en augmentation importante. On voit à travers le schéma qu'on passe à des années 2015-2016 à 1500-1600 places. On va être à plus de 10 000 places à la fin de l'année. Donc, les CPH deviennent un instrument important de la politique d'intégration. La question du relogement est une question difficile avec des objectifs qui sont toujours difficiles à atteindre. On n'a pas de chiffres sur l'ensemble de l'année, mais en novembre, il y avait seulement 50% des objectifs atteints. La question de la délivrance des actes d'état civil à l'OFPRA, qui constitue des délais de délivrance qui constituent une difficulté importante. Et on évoque également la question du programme Agir, qui va se développer en 2021. Et enfin, on termine ce chapitre sur l'intégration par la question des voies légales d'accès, où on décrit la mise en œuvre de la réinstallation et des autres voies légales par la France, avec là aussi des objectifs qui n'ont pas été atteints. On s'était engagé à 3 800 réinstallations au titre d'un engagement européen. On est à peu près 1 650 en 2021. Pour terminer, en 2 mots, on fait également un chapitre thématique sur la question de l'Afghanistan et de l'Ukraine, comme Jean-François Ploquin l'a indiqué au début. On a regroupé un chapitre thématique puisqu'on vient traiter ces situations de façon transversale, où on indique à la fois ce qui se passe dans le pays, comment l'Europe répond, comment la France répond. Donc tout d'abord sur l'Afghanistan, donc on parle de la situation en Afghanistan, on parle des réponses européennes qui sont des réponses divisées puisque l'Union européenne n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un dispositif européen d'accueil des Afghans et on décrit la façon dont la France a accueilli tout d'abord les agents de droit locaux sur la période mai à juillet, avec 623 personnes accueillies, et on décrypte également avec un peu de recul la question de l'opération Apagan qui a permis à plus de 3000 Afghans d'être évacués en 2021 à travers un dispositif multi-acteurs tout à fait inédit et assez intéressant par de nombreux aspects. J'en cite un notamment, c'est la question de la prise en compte très particulière des situations individuelles. Ces personnes ont eu droit à un accueil particulier dans les guichets uniques auprès de l'OFII qui a pris en compte de façon très précise et très fine leurs besoins, leur situation familiale, leurs liens sur le territoire français pour les orienter vers des hébergements. Donc ça, c'est des pratiques qui sont intéressantes et qu'on aimerait voir reproduites à l'ensemble des demandeurs d'asile. On parle également de la question de l'accès aux soins de santé à travers une contribution de Human Rights Watch. Et sur l'Ukraine, pour terminer, on évoque le contexte géopolitique avec une contribution d'Anne de Tinguy. On parle de la question de la mise en œuvre de la protection temporaire et on décrit en détail comment ce dispositif s'est mis en œuvre en France. Vous avez un tableau avec quelques chiffres qui sont arrêtés à la mi-mai. Évidemment, ces chiffres ont augmenté. La situation est évolutive et on est à près de 90 000 personnes aujourd'hui ukrainiennes ou déplacées d'Ukraine qui sont accueillies en France et protégées au titre de dispositifs. Et on conclut ce chapitre en indiquant effectivement que cette expérience de l'Ukraine, elle est extrêmement intéressante pour montrer que quand on veut, on peut, et quand il y a une mobilisation politique, des moyens qui sont mis et la construction de dispositifs pertinents qui associent tous les acteurs dans un même lieu avec des processus rapides et efficaces, eh bien, on y arrive et on arrive à mettre en place des choses extrêmement intéressantes et on plaide pour que ces bonnes pratiques puissent s'étendre et on n'est pas les seuls puisqu'on a entendu aussi ça de la part du gouvernement. Donc, c'est ce qu'on attend maintenant en 2022, qu'on puisse s'inspirer de ces bonnes pratiques. Voilà, j'ai terminé ma demi-heure d'explication rapide sur une année d'asile dans le monde, en Europe et en France. Je vais maintenant du coup laisser la parole à Jean-François Ploquin peut-être pour animer les questions. Et en tout cas, on va prendre maintenant vos questions. On s'est décalé un petit peu sur l'ouverture de la conférence. Donc, on va garder ces 15 minutes qui restent pour les questions. Je laisse la parole, Jean-François. Oui, merci beaucoup Laurent pour ce parcours avec des bottes de 7 lieues
quelques centaines de pages de ce rapport. Je crois que ça aura donné à l'ensemble des personnes en ligne l'envie de se procurer l'ouvrage pour prendre de façon plus détaillée connaissance des différents sujets. Alors, on a des questions auxquelles on pourra peut-être répondre directement et d'autres qui demanderaient sans doute de faire un pas de côté pour aller chercher des sources. Donc, on a une première question qui porte sur l'augmentation de la demande d'asile marocaine et donc sur les motifs qui suscitent cette demande. Laurent, je ne sais pas si on est capable de répondre. Ce que je crois pouvoir dire, c'est que l'OFPRA, qui publie chaque année son rapport annuel, examine par pays les motivations qui ressortent de l'expression des craintes en cas de retour, et que probablement, il y aura un certain nombre d'explications dans ce rapport. Donc, je renvoie potentiellement au rapport de l'OFPRA. Laurent, est-ce qu'il y a une autre source peut-être à indiquer? Non, pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Effectivement, ça fait partie des évolutions qui peuvent être marquantes dans l'année. Après, c'est effectivement l'évolution du nombre de demandeurs d'asile, ce qui parfois, c'est pas la même chose que l'évolution du nombre de personnes protégées. Donc, ça peut signifier qu'il y a des arrivées plus importantes de ce pays, de personnes qui sollicitent l'asile. Et effectivement, il faudra analyser dans le rapport de l'OFPRA si cette situation particulière est développée. Voilà, il y a une autre question de Sylvie Tomic que je salue, qui est adjointe du maire de Lyon chargée de l'accueil, qui pose une question sur le taux de transfert Dublin. Voilà, donc ça, c'est une question plus récurrente qui est documentée. Laurent, tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors sur le taux de transfert, effectivement, pourquoi le taux de transfert est-il si bas? Alors, c'est à la fois documenté et on manque quand même un petit peu de précision quand on a les chiffres. D'une part, les chiffres arrivent assez tard et puis on a du mal toujours à savoir pourquoi, parmi la part des personnes qui ne sont pas transférées, comment ça peut s'expliquer. On n'a pas forcément de données très détaillées. Ce serait intéressant d'en avoir de la part des pouvoirs publics, mais globalement, il y a plusieurs explications. Quand la France saisit un autre État pour qu'il y ait un transfert, tout d'abord, il faut qu'il y ait un accord de cet État. Donc, il peut y avoir un premier élément d'explication, c'est que la France ne transfère pas parce qu'elle n'a pas l'accord de cet État pour accueillir cette personne sous procédure Dublin. Avant même d'enclencher et de demander l'accord, il peut y avoir un placement sous procédure Dublin dans un premier temps par une préfecture et quelques jours, quelques semaines après, il peut y avoir également une requalification parce que la préfecture a été saisie de situation particulière et a s'est dit je vais faire jouer la clause de souveraineté et qui est une possibilité pour les États de déclarer que malgré l'applicabilité possible du règlement Dublin, on va décider d'examiner la situation, par exemple parce que la préfecture est informée d'une situation de vulnérabilité ou autre. Donc la préfecture peut par elle-même décider d'examiner la demande, elle peut aussi être confrontée à un refus, et comme j'ai dit à l'instant, de l'État qui a été saisi. Et si jamais l'État a donné son accord, et là il peut y avoir encore tout un tas d'obstacles. Il peut y avoir un obstacle qui est dû en fait à la fuite des personnes sous procédure Dublin qui vont en fait ne pas accepter d'être transférés dans ce pays et qui du coup vont se cacher des autorités et qui vont rester en fuite pendant une période qui peut aller jusqu'à 18 mois, puisqu'au bout de 18 mois, les personnes peuvent revenir dans le système français. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas en fuite, mais qui contestent la décision de transfert et qui voient cette décision de transfert annulée par les tribunaux administratifs, puisque les tribunaux administratifs vont examiner s'il y a bien des bonnes conditions d'accueil qui vont se passer dans ce pays-là, s'il y a également pas d'autres motifs qui permettraient à la personne de rester en France, des motifs familiaux ou autres qui permettraient de faire jouer, par exemple, une autre disposition du règlement Dublin. Donc, il y a tout ce panorama, toutes ces situations qui, en fait, expliquent que le taux de transfert est assez faible et année après année, effectivement, on est aux alentours de 10% ou moins quand on regarde la situation en France. Merci Laurent. Une autre question de Sylvie Tomic porte cette fois-ci sur la comparaison qu'on peut faire entre les taux de protection entre notamment la France et d'autres pays européens. Là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a deux biais à prendre en compte. Le premier, c'est le type de protection.
parce qu'il y a la protection conventionnelle, il y a la protection subsidiaire, parfois il y a encore d'autres statuts, des espèces de statut B ou C d'asile humanitaire. Et donc, il faut bien regarder, j'allais dire, quelle est la protection qui est accordée. Et le deuxième, c'est que les taux globaux sont peu significatifs dès lors qu'ils recouvrent un ensemble de nationalités qui recouvrent des crises géopolitiques ou des situations, soit de violence généralisée, soit d'États persécuteurs. Et donc, on a comment dire, des taux de protection qui varient assez considérablement d'un pays à l'autre. On peut aller de quelques pourcents pour certains pays à 90% pour d'autres. Par exemple, même si je compare des régimes registres qui sont différents, mais la protection temporaire s'applique à 100% des Ukrainiens qui peuvent établir qu'ils sont Ukrainiens et qu'ils ont quitté l'Ukraine après le 24 février. Voilà, donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, en fait, pour pouvoir vraiment comparer, il faut regarder les tableaux par pays d'origine et par type de protection. Laurent, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il faut encore ajouter une précision? Non, tu as tout dit juste sur ce dernier point pour préciser que quand on fait cette analyse par nationalité, et on en parle dans le rapport justement dans la partie sur l'Afghanistan avec la contribution décret qui vient effectivement nous indiquer comment les États européens traitent les demandes d'asile des Afghans. Et c'est vrai, quand on voit ce focus-là, on voit que finalement on est assez loin d'une harmonisation de l'instruction des demandes et de l'appréciation par les États avec ce focus-là, puisque le taux de protection des Afghans varie de moins de 10% dans certains États à plus de 95% dans d'autres États. Donc, de l'idée de se dire un Afghan arrive en Europe, il sera protégé partout pareil parce que le régime d'asile européen commun est le même, eh bien, on se rend compte qu'en fait, non, ce n'est pas la réalité. Et là, je parle simplement de l'instruction, sans parler des divergences qu'il y a dans les conditions d'accueil. Donc, effectivement, la base, c'est de se dire, comparer les taux de protection comme ça pour se dire un système d'asile, il est meilleur parce qu'il protège mieux. Non, c'est plus compliqué que ça, comme l'a expliqué Jean-François. Et par contre, c'est vrai que quand on regarde par nationalité, on voit qu'il y a encore un manque d'harmonisation et des pratiques encore très divergentes selon les États. Oui, tout à fait. Donc, au-delà du cas français, il y a ce grand sujet de l'harmonisation des approches par les différents pays, et bon, comment dire, qui rejoint un des enjeux d'une harmonisation du traitement de la demande de protection en Europe. Elle ne passe pas seulement par des textes communs, enfin par des textes qui s'appliquent, je pense aux directives, aux règlements, mais aussi par des approches dans la traduction notamment de l'examen des demandes de protection. Donc, il y a des outils, enfin, je pense notamment à ce qui est maintenant l'Agence pour l'asile, il y a des groupes de travail, il y a comment dire, des partages d'analyse, des partages de données documentaires ou d'analyse géopolitique. Le HCR intervient évidemment aussi dans ce rôle-là. Mais comment dire, tant qu'on n'arrivera pas, et c'est probablement comment dire, un objectif qui est qui est insoluble dans sa complétude. On peut probablement pas souhaiter, en tout cas, il ne serait pas raisonnable d'imaginer que la totalité des pays arrive sur la totalité des pays d'origine, sur une identité complète, mais au moins tendre pour réduire ces écarts parfois très importants dans l'approche des craintes et des besoins de protection. J'en profite pour saluer Sylvie Guillaume, je vois qu'elle est en ligne également. Je la remercie pour son souhait d'anniversaire à Forum, et donc à l'occasion de la publication de ce rapport. Mais c'est, comment dire, tant qu'on n'arrivera pas à une réduction de ces écarts, il sera difficile de reprocher aux demandeurs d'asile d'avoir des stratégies, pour autant qu'elles puissent être conçues et maîtrisées et mises en œuvre, mais des stratégies pour aller dans les pays où ils pensent qu'ils seront mieux protégés. Donc, il est difficile pour les États d'épiloguer sur les mouvements secondaires dès lors que sont créées, finalement, d'une certaine manière, les conditions de ces mouvements secondaires par une réponse, par des disparités de réponse de la part des différents États membres. Voilà. Ou comment la politique à 27 rejoint des stratégies personnelles. Voilà, alors ensuite, on a une question qui porte sur les rejets par ordonnance des demandes à la Cour nationale du droit d'asile. Je ne sais pas si on a assez de recul pour pouvoir identifier, pour pouvoir catégoriser, pouvoir faire une typologie de ces rejets par ordonnance. Laurent, est-ce
Non, ces réponses? effectivement, c'est une question qui est assez dure à documenter à ce stade, puisque la seule documentation qu'on a, c'est des documentations chiffrées. Et la documentation chiffrée, en réalité, nous indique que la part des décisions par ordonnance en 2021 n'a pas augmenté, elle a même plutôt diminué légèrement à la CNDA. Donc, il n'y a pas une augmentation de la part des décisions rendues par ordonnance au total. Après, c'est vrai que ce que j'ai rapporté tout à l'heure, c'est un sentiment commun qu'on partage avec de nombreux acteurs de l'asile. Donc, quand je dis un sentiment, c'est difficile à mesurer, mais on gère tout un tas de dispositifs d'accompagnement, on a tout un tas de salariés à Forum Réfugiés qui accompagnent les demandeurs d'asile tous les jours, et on a croisé un petit peu ce sentiment avec celui d'autres associations, et on l'a croisé aussi avec celui des avocats. Et quand on croise tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est assez nouveau, qu'on ne constatait pas il y a certaines années, il y a quelques années, pardon, c'est-à-dire le rejet par ordonnance de situations qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Et quand je dis qu'ils n'étaient pas, c'est soit certaines nationalités qui n'étaient pas concernées par ces rejets par ordonnance parce que des nationalités sur lesquelles il y avait un fort taux de protection et la CNDA ne se permettait pas en quelque sorte de prononcer un rejet sur ordonnance alors qu'il y avait quand même quelque chose d'assez sensible par rapport au pays d'origine. Et puis aussi et peut-être surtout des questions de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dossiers sur lesquels il y a une vulnérabilité forte qui est manifestée au niveau de l'OFPRA, qui est apparente dans le dossier et sur laquelle auparavant, quand on avait ces situations de vulnérabilité, eh bien la CNDA, pardon, convoquait en audience systématiquement pour entendre la personne, parce que c'est quelque chose, c'est une garantie procédurale très importante pour ces personnes vulnérables de pouvoir s'expliquer en présentiel dans les locaux de la CNDA. Donc on est plutôt sur quelque chose d'un peu qualitatif qui est assez difficile à documenter. On s'y attelle et on travaille là-dessus, et on est preneur de toutes les bonnes volontés et ressources là-dessus des personnes qui sont à l'écoute pour enrichir aussi notre analyse sur ce sujet-là. Merci Laurent. Alors, on a des questions qui portent sur le retrait des CMA. Alors, là encore, on est sur des sujets assez complexes, et donc je ne pense pas que dans le cadre de ce webinaire, on puisse y répondre de façon complète et précise. Il y a d'ailleurs une question pour savoir si le sujet est traité. Donc, je crois qu'on peut répondre que oui. Est-ce que tu peux simplement, peut-être, Laurent, indiquer comment est-ce que le rapport répond à la question, comment est-ce que le sujet est documenté, analysé, sachant qu'il y a un petit focus sur la question des Dublinés, donc à la fois au moment où ils sont placés sous le règlement Dublin et aussi au moment où, passé 18 mois, ils réintègrent la procédure. Voilà. Donc la question, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe des TOFI par des TOFI, mais comment est-ce que le rapport traite le sujet? Alors sur le sujet de la privation, enfin l'absence de conditions matérielles d'accueil, on traite d'un point de vue assez statistique, puisqu'on n'a pas là aussi d'éléments d'analyse précis dans les données publiques qui existent aujourd'hui. Ce qu'on constate, et c'est ce qu'on met en avant dans le rapport en premier lieu dans cette question de l'accueil, c'est qu'il y a un fait marquant en 2021. Fin 2021, il y avait environ 145 000 personnes qui étaient en procédure d'asile avec une demande enregistrée en France, quel que soit le type de procédure, y compris des personnes sous procédure Dublin, 145 000 personnes. Et au niveau des conditions matérielles d'accueil, il y avait 111 000 personnes qui étaient bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil. Donc un écart important, et une partie importante des demandeurs d'asile en France qui du coup qui n'ont aucune condition matérielle d'accueil. Et ça, c'est très nouveau dans l'analyse et dans le panorama qu'on peut avoir en 2021 sur la question des conditions matérielles d'accueil. C'est marquant et c'est intéressant, et ça devrait faire l'objet, selon nous, d'une analyse un peu plus précise de l'OFII et des décideurs quand ils se penchent sur la question de l'accueil, puisqu'on se pose toujours la question de se dire, voilà, il y a des personnes à la rue, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les accueille, comment on les met à l'abri, toute la question des campements, etc. Et ce serait intéressant d'aller un peu plus dans le détail, de se poser la question, qui sont ces personnes? Est-ce que c'est des demandeurs d'asile? Si oui, est-ce qu'elles ont droit aux conditions matérielles d'accueil? Si elles n'ont pas droit, pourquoi? Comment elles en ont été privées? Sur quel critères légaux? Puisqu'il y a tout un tas de situations que je ne vais pas décrire là, mais il y a tout un tas d'hypothèses, et notamment beaucoup d'hypothèses qui sont facultatives aujourd'hui pour l'OFII, et sur lesquelles on constate que l'OFII utilise ces possibilités de façon quasi systématique. Donc quand la loi dit l'OFII peut refuser les conditions matérielles d'accueil, la pratique, c'est que l'OFII refuse les conditions matérielles d'accueil dans ces situations-là. Donc ça, ce serait un point intéressant à évoquer. Donc on le met en avant un peu comme un point d'alerte et comme une invitation à aller plus loin sur ce sujet-là au niveau des décideurs. Et sur Dublin, je ne sais pas si tu as évoqué un autre sujet Dublin, mais je ne sais pas si c'est lié à ça ou si je n'ai pas la question sous les yeux.
Non, non, il y avait simplement, on a parlé tout à l'heure du taux d'exécution des reprises en charge Dublin, mais là, c'était la question comment dire, de l'accès aux conditions matérielles d'accueil pour ceux qui, après 18 mois, rentrent dans la Oui, oui. procédure d'asile en France. Effectivement, oui, c'est une difficulté, c'est une des hypothèses parmi d'autres. Les personnes reviennent dans la procédure d'asile et elles mènent leur procédure d'asile en procédure normale ou accélérée en France, mais sans les conditions matérielles d'accueil, puisqu'on considère, comme elles ont été en fuite, qu'elles ont elles n'ont pas contribué à leur procédure avec les autorités françaises, elles ont dissimulé des informations, donc elles reviennent dans la procédure en France, mais sans conditions matérielles d'accueil. Donc c'est une part effectivement importante des situations de personnes sans conditions matérielles d'accueil en France. Voilà, on a une question de Cyril qui porte sur le nombre de demandeurs d'asile en procédure accélérée et qui donc reçoit une obligation de quitter le territoire français avec la notification du rejet de l'OFPRA. La réponse est oui, hein, on a ces éléments, on les trouvera dans le rapport. On a donc Sylvie Guillaume qui soulève plusieurs points, un certain pessimisme sur l'avenir du pacte asile-migration. Je crois qu'on partage ce pessimisme. Sur la directive protection temporaire, donc c'est un débat qui a surgi en France de différentes manières, mais de dire finalement on traite mieux les Ukrainiens qu'on traite les autres demandeurs d'asile, il y a 2 poids 2 mesures, etc. Bon, alors, on n'a pas le temps ici de rentrer dans une approche comparative et il faut rappeler, par exemple, cette protection temporaire, justement, elle est temporaire également. Hein. Quelqu'un qui a une protection au titre de la Convention de Genève, il se fera remettre une carte de 10 ans, renouvelable de plein droit, l'accès à des cours de français systématiques, etc. Enfin, un droit à l'hébergement dans le DNA. Donc, la protection temporaire ne donne pas non plus accès à tout. Elle a le mérite d'être extrêmement rapide dans l'accès au séjour avec autorisation de travail. Voilà. Mais effectivement, l'accueil de manière un petit peu ad hoc des Ukrainiens dans les différents pôles régionaux s'est accompagné, donc à Lyon, mais dans d'autres lieux, de pôles multiservices rassemblant une dizaine d'interlocuteurs des services publics permettant à une personne qui se présente pratiquement dans un délai de 2 heures de repartir avec son titre de séjour, voilà, autorisation de travail, l'ouverture de la carte ADA, un rendez-vous avec Pôle emploi, un rendez-vous avec la CAF, une prise en charge ARS, l'accès au service d'éducation nationale pour la scolarisation des enfants. Enfin, voilà. Donc, il y a une réponse aussi sur la question d'accès à l'hébergement. Et effectivement, je pense que quand cette opération sera terminée, il faudra capitaliser. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas l'oublier et passer à la suivante. Il faudra voir de quelle manière un certain nombre d'acquis de ce dispositif ad hoc peut être généralisé à la demande d'asile et notamment lors des toutes premières phases de l'arrivée. Voilà. On a vu que quand on le voulait, à la fois en rassemblant les différents services dans un lieu et en y affectant les moyens humains nécessaires, on pouvait considérablement raccourcir les délais de procédure, là où au contraire, des longs délais viennent fragiliser la situation des personnes et créent aussi, de la part des différentes administrations, des délais qui pénalisent finalement l'ensemble des acteurs. Donc oui, il faudra absolument être capable de capitaliser sur cette approche qui ne pourra pas être généralisée en tant que telle, par définition, mais qui permet d'en retirer un certain nombre d'éléments positifs. Et puis, donc, Sylvie Guillaume nous attire l'attention sur la question de l'instrumentalisation dans le contexte européen actuel. Oui, alors, il faut être tout à fait vigilant qu'il n'y ait pas une espèce d'asile à la carte, hein, puisque on sait que dans cette même région de l'Est de l'Europe, la situation des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières ukraino-polonaises ou dans les pays baltes ont connu des refoulements tout à fait scandaleux. Donc, il ne s'agit pas
de pouvoir avoir d'un côté, je dirais, une réponse de haut niveau reposant sur un consensus européen, et puis de façon ordinaire, une réponse, tout à l'heure Laurent parlait de la situation en Hongrie, une réponse qui s'accompagne de violations graves du droit international, avec du refoulement de personnes qui demandent la protection. Voilà. Donc il s'agit je pense qu'il ne faut pas regretter ce qui a été mis en œuvre, bien évidemment, pour répondre aux besoins de protection des Ukrainiens fuyant leur pays par millions. Mais il s'agit d'être extrêmement vigilant, naturellement, pour que les standards d'accès au territoire de ceux qui demandent une protection et de traitement de leurs demandes et des conditions d'accueil soient relevés. Voilà, c'est évident. Il y a une question qui porte sur le retour en Ukraine de certains exilés. Je crois qu'on a cité déjà le chiffre de 2 millions de personnes qui sont rentrées. Bon, la situation dépend beaucoup de l'endroit où vivent les personnes en Ukraine, hein, selon qu'elles sont dans les zones de combat, à proximité ou éloignées des zones de combat. Il y a toute la question de la manière dont les personnes elles-mêmes appréhendent non seulement la dangerosité auquel les exposerait leur retour, mais il y a toutes les questions de la vie de famille, des couples qui sont séparés, des enfants qui sont séparés, il y a des problématiques économiques, de rattachement à son métier, etc., assez bien. Enfin bon. Donc, c'est une question complexe qui permet de rappeler ce qu'on oublie parfois, c'est qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui pense immédiatement à rentrer chez lui, même si l'histoire parfois l'en empêche pendant des années et des décennies. Voilà. Alors, dans ce sens-là, le caractère temporaire de la protection est un espèce de défi, puisque personne ne sait combien de temps cette crise va durer, voilà, et qu'on aura probablement à adapter dans le temps les processus. Voilà, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions qui sont là. Donc, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Il y avait également une question qui portait sur la non-demande d'asile des personnes qui sont à Calais, des migrants qui sont à Calais. Mais là, je vous invite vraiment, je m'en voudrais de donner la matière du propos de Thierry. Donc, je vous invite vraiment à le lire dans le rapport. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, puisque la situation dans le Calaisis ou dans le Dunkerquois, enfin, etc., est déjà ancienne. En même temps, l'actualité vient la modifier régulièrement. Je dirais dans ses variantes, mais il y a un sujet qui est une interrogation, je dirais, à la fois aux autorités françaises, aux autorités britanniques, et d'une certaine manière aussi aux réfugiés eux-mêmes, enfin, qui sont eux-mêmes pris dans des contradictions ou confrontés au fait qu'elles entendent conduire leur destinée, mais qu'elles ne le maîtrisent pas, et qu'il y a des facteurs tiers, je pense au réseau de passeurs, mais pas seulement, qui viennent compliquer tout ça. Voilà, donc je vous invite à poursuivre l'approche de ces questions complexes à la faveur de la lecture du rapport. Nous souhaitions seulement, à la faveur de cette visio, vous donner de premiers éléments très synthétiques, mais aussi l'envie de vous le procurer. Vous pouvez le procurer donc sur le site de Forum Réfugiés. Voilà. Je ne sais pas, Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la diffusion du rapport ? Non, il sera disponible. Donc, il est disponible dès maintenant, effectivement, sur le site internet, et puis il sera disponible dans quelques points de vente, quelques librairies qu'on indiquera sur notre site internet. Et puis également, on peut en profiter pour indiquer qu'il sort officiellement le 20 juin, donc lundi prochain. Et donc, c'est la marche des parapluies organisée par Forum Réfugiés à Lyon. Donc, vous trouverez ce rapport sur place à Lyon. Donc, l'arrivée de la marche se fait place Lazare-Goujon à Villeurbanne. Il y aura un village associatif, des concerts, des animations, etc. Le départ se fait dans le 6e. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le site, et vous pourrez trouver le forum en version, le rapport en version physique, et vous le procurez dès le 20 juin au cours de cette marche des parapluies. Voilà, donc la marche s'adresse naturellement à ceux d'entre vous en ligne qui sont à proximité de Lyon. Donc, c'était un petit peu notre événement couleur locale. C'est un événement auquel on tient parce que sa mise en œuvre est très parlante. Quand on se met sous des parapluies blancs, symbole de protection,
de façon tout à fait silencieuse, on donne un message évident à ceux qui la voient passer, c'est qu'il faut protéger les réfugiés. Voilà, donc merci à Laurent pour sa présentation, merci pour les questions tout à fait pertinentes qui ont été posées, merci à tous ceux qui sont restés en ligne jusqu'à maintenant, et je vous souhaite donc une bonne journée, et puis de vivre la journée mondiale des réfugiés là où vous êtes. Il y a certainement des événements qui se mettent en œuvre, et il est important, chacun, de participer à la sensibilisation de l'opinion, les élus, les médias, à cette question qui reste brûlante, que des personnes n'ont pas d'autre choix que pour rester en vie que de quitter tout ce qui a fait leur vie jusqu'à présent, et que nous devons construire une réponse qui soit accueillante et digne pour leur permettre de rebondir finalement. Voilà, c'est le seul sujet qui compte. Merci à tous, au revoir, bonne journée.